Voilà, on est à la partie 3 déjà. Donc, c'est la dernière présentation aujourd'hui. Et je vous ai fait la promesse de parler de clients difficiles ou de clients impolis, qu'on les appelle d'une façon. Moi, j'aime mieux clients impolis, qu'on les appelle d'une façon ou d'une autre. Et on va parler aujourd'hui, on va commencer avec ça. Donc, je vous ai demandé, je vous ai mentionné au tout début, à la première présentation, comment le temps d'arrêt, puis Karine en a parlé, comment le temps d'arrêt était important avant de répondre au téléphone. Pourquoi? Pour arrêter votre petit hamster qui tourne dans votre tête, là, puis qui est concentré sur le travail que vous étiez en train de faire au moment où le téléphone a sonné. La respiration est importante aussi. Puis comment c'est important ça parce que quand on répond au téléphone, on ne sait pas à qui on a affaire. Donc, on s'imagine que le monde va être aussi de bonne humeur que nous autres, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, pourquoi, quand une personne vous appelle et qu'elle est impolie, ça vous bouleverse, ça vous met à l'envers? C'est tout simplement qu'on n'est pas prêt à ça. Et ce qui va vous préparer, c'est votre temps d'arrêt puis votre respiration. Écoutez, hein? Vous allez écouter ce que les gens ont à dire. Et ce qui va pouvoir penser ici, là, quand vous écoutez puis vous voyez que la personne est tendue, qu'elle est fâchée, dites-vous, elle a le droit d'être fâchée. Maintenant, est-ce qu'elle a raison? Ça, c'est une autre affaire. Mais dites-vous qu'elle a le droit. Donc, ce que vous allez faire quand vous allez vous dire ça, c'est que vous allez accueillir la colère de l'autre. Et ce que ça va faire aussi, c'est que ça va vous distancer des émotions. Donc, vous allez accueillir la colère de l'autre, puis vous allez créer le rapport avec l'individu pour apaiser sa colère. Comment on va créer le rapport? C'est, on va le voir un petit peu plus loin, là, si la personne parle vite, puis qu'on se traîne les pieds quand on répond au téléphone, là, si on n'est pas vite, on ne sait pas à qui diriger la personne. Alors, à ce moment-là, ce que ça va faire, c'est que ça va frustrer les gens. Alors, quand on a une personne qui parle vite, on va parler un peu plus vite. On va prendre son tempo, si vous voulez. On va devenir son miroir. Et quand une personne parle très lentement, a besoin de beaucoup de détails, puis elle parle beaucoup, beaucoup, ben, on va se rendre disponible en utilisant son tempo aussi. Donc, on va devenir son miroir. Et si la personne parle fort, alors vous, quand vous parlez, baissez le ton. La personne va être obligée d'arrêter de crier. Mettons que la personne crie, là. Elle va être obligée d'arrêter de crier pour pouvoir entendre ce que vous avez à dire. Et après ça, quand vous avez senti que ça fonctionne, vous allez prendre un volume normal, un débit normal. Maintenant, on a dit, bon, la personne a le droit d'être en colère, mais il faut trouver pourquoi elle est en colère. Est-ce qu'elle a raison? Pourquoi? Alors, les causes sont pas mal toujours les mêmes. Hein? Les causes, impatients d'attendre. On a vu ça que les gens n'étaient pas patients quand arrivait le temps d'attendre. Ça peut être le retour de produits, des produits défectueux, ceux et celles qui ont des produits, celles qui ont des produits. Ça peut être des plaintes concernant le service, ça peut être le prix, ça peut être une erreur de facturation, des mauvaises informations qu'on a données. Donc, ça peut être ça. Vous autres, dans votre métier, là, dans ce que vous faites, quand vous parlez aux gens, est-ce que vous trouvez dans ces points-là que je viens de nommer des choses qui reviennent régulièrement? Karine est en train d'écrire. Je vais attendre sa réponse. Problème de facturation, mauvaise information, ça vient souvent. Okay? Où les gens, des fois, ne comprennent pas leur facture, trouvent qu'il y a une erreur, puis ils vous appellent, puis ils sont fâchés. Donc, c'est pas même toujours les mêmes raisons. Il y a peut-être que vous, dans votre situation particulière, vous avez d'autres raisons,
Ça peut être des clients internes aussi, qui ont des erreurs sur leur paye. Il y a toutes sortes de choses, hein. On a de la difficulté à rejoindre une personne au bureau. Ça, c'est fait. Oui. Karine aussi. Une personne en particulier. Alors, vous voyez, vous mettez des visages sur vos réponses, là. Elle est toujours occupée au téléphone. Savez-vous ce que ça me dit, moi? Quand j'appelle à un endroit où les gens sont toujours occupés au téléphone, surtout quand c'est le service à la clientèle, je me dis que ça va pas trop bien. Je me dis, mon Dieu, il y a bien du monde qui les appelle. C'est ça que ça me dit. Moi, en tant que consommateur et en tant que client, c'est ce que ça me dit dans ma tête. Alors, vous voyez, je parlais dans les présentations précédentes que, qu'on le veuille ou non, on est porté à mettre une étiquette puis à poser un jugement, hein, à se faire un jugement. Alors, si la personne est toujours occupée à aller au téléphone ou avec des clients, c'est meilleur signe. Quand on répond ça, elle est avec des clients, ça veut dire, bon, ça marche, il y a des personnes qui y vont. Euh, une personne qui s'occupe des projets de la construction, je sais que dans le domaine de la construction, tout est crucial, tout est vite. Il y a souvent des gens de chantier qui attendent après votre réponse, donc c'est important d'aller vite. Mais est-ce qu'il y a un plan B? Est-ce que quand la personne est toujours occupée, est-ce qu'il y a un plan B? Est-ce qu'on dit, bon, cette personne-là est bien occupée, est-ce qu'on peut faire autre chose? Puis comment on va le faire? Est-ce que c'est clair dans l'entreprise? Est-ce qu'on vous a donné des consignes à cet effet-là? Alors, Jessica, oui, vous avez des consignes. Karine, pas vraiment. Plan B, il y a. OK. Alors, voyez-vous, le résultat probable là, de ça, de vos raisons que vous m'avez données, puis des raisons qui sont ici, là, c'est quoi? De l'agression, du mécontentement, puis du conflit. Alors, Phil me dit, je dois écrire un message sur Outlook, mais des fois, il rappelle et se parle sur le message car il se manque. OK. Ça peut arriver. Mais en autant qu'ils viennent à bout de se parler, c'est déjà pas mal. Alors, la personne va montrer de l'agression, du mécontentement, du conflit. Ça peut être en personne devant vous ou ça peut être au téléphone. Maintenant, si c'est en personne devant vous, si vous sentez, je ne sais pas si vous avez déjà senti une menace de personnes qui arrivent fâchées devant vous là, à votre bureau de réception. Ça arrive quelquefois. Alors, c'est quoi les consignes? Alors, je vois que vous êtes en train d'écrire, là. Jessica, restez calme. La consigne est de rester calme, mais rester calme et essayer de comprendre le problème. Vous avez un exercice de feu. Maintenant? Bon, d'accord, Jessica. Alors, vous allez avoir l'enregistrement. Et quand vous reviendrez, si vous pouvez revenir sur la ligne, bien, ça me fera plaisir, là. Alors, allez-y. Alors, c'est pas drôle d'avoir un exercice de feu, là. Je sais ce que c'est, j'en ai déjà eu plusieurs en plein cours. Alors, on vous excuse, Jessica, allez-y. Alors, le danger, si le danger est élevé, et si l'appelant crie, hurle, parle fort, vous voyez que les nerfs sortis du cou, puis que sa voix est saccadée, qui, qui sacre après vous, alors il faudrait là, évaluer le danger. Est-ce que vous pensez que la personne est prête à sauter par-dessus le comptoir pour pouvoir s'en prendre à vous?
Hein? Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que voyez avec votre employeur qu'est-ce que vous faites dans un cas où la menace est très forte. Ça, je ne vous parle pas du téléphone, parce qu'au téléphone, la personne n'est pas devant vous. Mais si la personne est devant vous, que la menace est très forte, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez des consignes de votre employeur à cet effet-là? Qu'est-ce que je fais si quelqu'un crie après moi, sac après moi, puis je vois qu'il gesticule fort, puis il est prêt à passer à l'attaque? Est-ce que vous avez déjà discuté de ça avec votre employeur? Est-ce que vous avez un code de sécurité? Alors, vous n'en avez pas ni une ni l'autre. Si l'occasion s'est déjà présentée puis vous vous sentiez mal parce que ça vient nous chercher, ben ça peut se représenter encore. Si ça ne s'est jamais présenté, ça peut se présenter. Donc, les gens aujourd'hui sont de plus en plus pressés, impatients, et dites-vous, euh, qu'est-ce qui arrive là si vraiment je sens que la personne peut sauter par-dessus mon bureau ou peut passer derrière mon bureau pour s'en prendre à moi. Donc, je veux pas vous faire de théâtre, là, mais il faudrait peut-être juste voir avec votre supérieur quelles seraient les mesures de sécurité à utiliser. Moi, je sais qu'il y a des bureaux où il y a des boutons panique en dessous, là. Euh, dans la construction, c'est peut-être des gens qui sont plus euh, à l'attaque que d'autres, je dirais, là, dans cet domaine un petit peu particulier. Alors, il faudrait voir tout simplement avec votre supérieur puis lui demander qu'est-ce que je fais si je me sens vraiment menacée. Avez-vous déjà pensé à ça, là? Ou prendre le téléphone puis avoir un code pour appeler quelqu'un qui pourrait venir à la rescousse. Et souvent, quand il y a quelqu'un qui vient à la réception, euh, la personne se calme. Ça peut être une technique à utiliser pour votre sécurité. Alors, voyez comment ça pourrait se passer là, avec votre employeur. Maintenant, une fois que vous avez accepté la colère de l'autre, une fois que vous avez accepté la colère de l'autre, qu'est-ce que vous faites? Donc, vous allez identifier les émotions de la personne et qu'est-ce que vous ressentez. Vous avez dit, vous restez calme et vous essayez de comprendre le problème, c'est bien. Vous pouvez prendre une respiration, laissez la plan, là on est au téléphone, laissez la plan s'exprimer, puis je vais vous donner une suggestion. Si vous sentez vraiment mal à l'intérieur, levez-vous debout pour parler au téléphone. Si vous avez une personne devant vous, levez-vous à son niveau, mettez-vous debout devant elle. Vous savez, quand une personne arrive à votre comptoir, elle sent qu'elle a un pouvoir sur vous parce que vous êtes assise, donc vous êtes plus basse qu'elle. Mais si vous vous levez, vous vous mettez à son niveau, à ce moment-là, la personne va être un petit peu moins menaçante, mettons. Hein? Donc, levez-vous, respirez, laissez la place s'exprimer. La même chose au comptoir, laissez la personne s'exprimer. Levez-vous si nécessaire. Et une fois le rapport établi, prenez une voix calme, confiante et posée. C'est sûr que si vous êtes énervé, vous allez peut-être commencer à bafouiller, puis à essayer de faire des phrases cohérentes, puis vous n'allez pas y arriver. Mais une fois le rapport établi, une fois que vous vous êtes dit, il a le droit d'être fâché, avec mes questions, il faut que je trouve la raison pour laquelle il est fâché, puis je vais essayer de désamorcer tout ça. Donc, maintenant, votre colère à vous, est-ce que vous êtes en colère? Vous n'avez pas à être en colère parce que la personne s'adresse à vous parce que vous êtes la première ligne. Vous êtes en première ligne. La personne s'adresse à vous, mais c'est pas de votre faute ce qui se produit, ce qui s'est produit. C'est pas vous qui fabriquez le produit, c'est pas vous qui donnez le service à la clientèle, bien que vous soyez en première ligne du service à la clientèle. Donc, dites-vous, non, là, je suis en colère, moi, là. Pourquoi je suis en colère? Pendant que la personne vous crie après ou vous parle fort, là. Est-ce que je me sens en colère? Pourquoi?
Est-ce que j'ai choisi de me sentir en colère? Est-ce que j'ai vraiment choisi ça? Alors là, ce que vous êtes en train de faire, c'est de mettre une barrière. Vous allez devenir imperméable. J'ai remarqué dans le rapport, pas le rapport, mais le questionnaire dont vous m'avez envoyé les résultats, qu'on parle de personnes d'émotion. Alors, les personnes d'émotion, ils ont un petit peu de difficulté avec les gens qui parlent fort. Ah, ils vont devenir en colère parce que c'est l'émotion colère qui prend le dessus. Donc, il faudrait juste faire attention à ça. Puis, dites-vous, la personne qui m'appelle ou qui est devant moi, qui parle fort, a le droit d'être en colère. Je vais trouver la raison pour laquelle il est en colère. Mais moi, là, est-ce que je choisis d'être en colère? Pourquoi? Qu'est-ce que vous pensez de cette approche-là, Fée et Karine? Alors, je vois que vous êtes en train d'écrire. C'est vrai qu'on n'a pas à être en colère à cause de quelqu'un qui l'est. C'est sûr que c'est difficile, mais je sais que vous dites de ne pas le prendre personnel. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas de votre faute s'il se produit des situations comme ça. C'est difficile, c'est pas facile. Mais voyez-vous le raisonnement qu'il y a là, euh, le raisonnement qu'il y a à partir du début où la personne arrive devant vous ou la personne vous joint au téléphone. Il y a des étapes à suivre. Hein? Si on tourne en haut, on dit on accepte la colère de l'autre. Hein? On accueille la colère de l'autre. Alors, on trouve la raison pourquoi il est en colère. Est-ce qu'il est en train de devenir vraiment agressif? C'est quoi les mesures de sécurité? Est-ce que je suis protégée, moi? Alors là, c'est là que vous allez identifier vos émotions. Qu'est-ce que vous ressentez? Vous voyez que la respiration aussi s'impose ici maintenant. Respirez pas pour que la personne entende votre respire ou vous voit respirer. Il y a une façon de respirer sans que les gens l'entendent ou sans que les gens voient. Hein? C'est d'aller chercher profondément l'air qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, la voix aussi qui est importante. Vous prenez une voix calme, une voix posée et posez-vous la question, est-ce que je suis en colère? Moi, je suis en train de devenir en colère, là. Pourquoi? Est-ce que j'ai besoin de ça? Hein? Alors, il ne faudrait pas vous embarquer dans le jeu de la personne. Maintenant, une technique parmi tant d'autres, c'est les mots à utiliser. Hein, des mots qui sont importants avec quelqu'un qui est en colère. Désolé. Hein? Souvent, on va dire je m'excuse. Je m'excuse, on dit ça quand on est coupable de quelque chose. Maintenant, c'est pas la bonne phrase à dire. On devrait dire je vous prie de m'excuser plutôt de dire je m'excuse. Une personne ne peut pas s'excuser elle-même. Mais je vous prie de m'excuser, c'est la bonne formule en français. Donc, on va plutôt utiliser, quand on vit une situation par rapport à d'autres, on va utiliser le mot désolé. Hein? Désolé si on vous a donné la mauvaise information. Je comprends pourquoi vous êtes déçu. Et ayez pas peur de le dire. Je comprends pourquoi vous êtes déçu. Je comprends pourquoi vous êtes fâché. Euh, empathique. Empathique, comment on devient empathique quand on utilise je comprends comment vous vous sentez. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec, mais vous pouvez dire je comprends comment vous vous sentez. Euh, Voyons comment nous pourrons vous aider. Puis là, comment nous pourrions vous aider. Mon nom est, c'est là où vous pourrez dire votre nom. Puis-je transmettre votre message au directeur du service à la clientèle? Si vous voulez, à un moment donné, couper la conversation,
vous avez posé plein de questions, puis là, vous arrivez nulle part. Vous pouvez interrompre quand il y a un petit ralenti dans la conversation en disant cette phrase-là. Voyons comment nous pourrions vous aider. Vous avez remarqué là, que vous ne parlez pas au jeu parce que vous n'êtes pas responsable. Comment nous pourrions vous aider? Mon nom est. Là, vous parlez au jeu en voulant dire, moi, là, je suis une personne responsable ici. Puis-je transmettre votre message au directeur du service à la clientèle? Ensuite, quand on termine l'appel, je sais que c'est difficile, mais on va dire merci de votre appel. Soyez assuré que monsieur, le directeur du service à la clientèle, ou monsieur le directeur s'occupera de vous. Maintenant, il faut que ça soit vrai. Si le directeur du service à la clientèle néglige de ses appels, ou si monsieur le directeur néglige ses appels, je parle au monsieur, mais ça peut être une madame aussi, là, ça va être difficile pour vous de dire qu'il s'occupera de vous si vous n'êtes pas certain que ça va arriver. Maintenant, alors ça va jusque-là? Alors, Jessica est revenue. Jessica, vous allez avoir l'enregistrement. Je vais vous envoyer ça cet après-midi. Vous allez pouvoir reprendre là où on était rendu. Donc, vous ne manquerez rien. Maintenant, les différents types d'appelants. Hein, il y a différents types d'appelants. Avec le questionnaire qu'on a rempli avec vous, là, vous allez vous rendre compte que les gens ne sont pas tous pareils. Heureusement, parce que la vie serait monotone. Les différents types d'appelants, qu'est-ce que c'est? Alors, vous avez les lents, les indécis, les timides et les anxieux. Ensuite, on a les verbomoteurs, les nerveux, les furieux. Ça, c'est des gens qui parlent vite. Maintenant, les lents et les indécis. Quand la personne n'arrive pas à exprimer rapidement sa pensée, puis ça fait 3 minutes qu'elle parle, puis 3 minutes au téléphone, c'est long, vous pouvez l'interrompre poliment en lui demandant qu'est-ce que vous voulez dire au juste? Comment je pourrais vous aider? Alors, vous allez aider les gens à préciser leurs pensées. Je prends des notes pendant que vous me parlez. Ça, c'est toutes des phrases qu'on a parlé dans les semaines précédentes. Alors, les lents, les indécis, les timides, les anxieux, vous allez couper les conversations ou raccourcir les conversations en intervenant. Maintenant, les verbomoteurs sont des gens qui parlent sans arrêt, qui parlent vite, c'est le contraire des autres. Alors, des fois, ils se perdent un peu. Ils vont aller dans des détails superflus. Donc, il faut recentrer la conversation, les interrompre en disant, Monsieur, Madame, je ne crois pas pouvoir vous aider, mais permettez-moi d'acheminer votre appel au département 2 ou à Madame ou Monsieur un tel qui, elle, va pouvoir vous aider beaucoup mieux que moi. On ne peut pas être bon dans tout, puis on ne peut pas répondre n'importe quoi. Hein? Ou vous pouvez dire encore, je ne suis pas habilité à répondre à cette question-là, mais permettez-moi d'acheminer votre appel à la personne responsable. Hein? Quand la conversation est interminable, quand les gens, là, surtout les verbomoteurs qui parlent vite, qui n'arrêtent pas de parler, vous pouvez les interrompre. Prenez la situation en main en disant, Monsieur, Madame une telle, permettez-moi de résumer la conversation. Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez dire? Maintenant, j'achemine votre appel à est-ce que ça vous convient? On a peur de dire des choses comme ça. Parce qu'on a peur que si les gens sont fâchés, ils vont répondre n'importe quelle sottise. Mais si on est ferme, pas bête, pas impoli, ferme, compétente, connaissante, on connaît notre produit, on connaît notre monde, on connaît nos services. Si on est ferme, les gens vont nous respecter davantage. Les visiteurs qui s'incrustent en personne, par exemple, s'il y a des gens qui sont devant vous puis qui n'arrêtent pas de parler puis qui vous racontent un petit peu n'importe quoi, vous pouvez tout simplement dire désolé de vous interrompre, j'aimerais beaucoup continuer la conversation avec vous, mais je dois continuer un travail que j'ai à remettre ou je dois répondre à un autre appel. Alors, il ne faut pas être gêné de dire ça aux gens.
Désolée de vous interrompre, mais je dois répondre à cet appel. Désolée de vous interrompre, mais j'ai un travail à terminer. Alors, les gens qui cherchent à vous intimider, ça, je l'aime beaucoup, celle-là. Les gens qui cherchent à vous intimider, je vais vous raconter un peu comment ça se passe. Il y a des gens qui ne savent pas faire autrement qu'essayer d'intimider les gens pour avoir des résultats rapides. C'est ce qu'ils pensent. Avoir des résultats rapides et efficaces. Par exemple, c'est des gens qui vont insulter, qui peuvent être assez imprévisibles. Mais toute leur vie, ça a fonctionné leur façon de faire. Je ne sais pas si vous avez des enfants, des jeunes enfants. Quand vous avez des jeunes enfants, les bébés vont pleurer. Quand ils sont mouillés, il y a un pleur différent que quand ils ont faim ou quand ils veulent se lever. Moi, je n'ai pas d'enfant, mais c'est ce qu'on m'a dit. Donc, les mamans reconnaissent le pleur des enfants. Alors, la mère ne veut pas laisser pleurer le petit ou la petite, donc elle accourt puis elle répond à ses besoins immédiatement. Donc, l'enfant, lui, il sait que ça fonctionne. Quand il va à la petite enfance, là, à la maternelle, il sait que quand il agit pareil avec l'éducatrice, ça fonctionne. Une fois rendu à l'école, au primaire, au secondaire, fait encore pareil, ça fonctionne. Première petite amie, je ne sais pas faire autre chose, moi, que d'intimider. Donc, je vais parler fort, je vais la bousculer. Ça fonctionne. Donc, les gens qui sont devant vous, qui crient après vous, qui vous parlent durement, sont des gens qui, probablement, toute leur vie, ont réalisé que ça fonctionnait. Donc, ils vont continuer tout le reste de leur vie, à moins de faire une bonne thérapie. Euh, alors, vous voyez, on a dealé avec des gens comme ça quand on est en affaires, quand on est dans le milieu du travail. Alors, si vous dites à cette personne-là, c'est la phrase qui est en jaune, moi, je veux vraiment travailler, trouver la meilleure solution possible pour vous. Mais quand vous me parlez sur ce ton-là, j'ai du mal à réfléchir. Mettez l'accent sur votre volonté de résoudre une situation, d'essayer de trouver une solution plutôt que l'attitude de votre client. Si vous avez l'air apeuré, épeuré, je devrais dire, si vous avez l'air d'avoir peur, à être intimidé, il va continuer de plus belle. Mais si vous mettez l'accent sur votre volonté à résoudre la situation, il va vous sentir en contrôle. Puis il ne va pas essayer de vous manipuler davantage. Alors, les proactifs, c'est les rapides, hein? On voit ça. Maintenant, les réactifs, c'est les personnes les plus lentes, les introvertis, vont entendre les autres pour entreprendre quelque chose et passer à l'action. Ils analysent et étudient la situation. Ils ont besoin d'être sécurisés. Ils vont réagir lentement. Et qu'est-ce qu'on va dire à ces gens-là? Nous allons analyser la situation et envisager les possibilités. Connaissez-vous des gens dans votre entreprise qui ressemblent à ce profil-là? Et j'imagine que vous vous entendez bien avec eux. Alors, pourquoi certains clients ou certaines personnes ne se plaignent pas? Parce qu'ils sont indifférents, ils ne veulent pas s'impliquer, ils sont trop gentils, ils prennent les gens à pitié puis ils disent ah, elle est tellement fine cette personne-là, je ne suis pas pour lui dire ça. Ils ne savent pas comment procéder. Il y en a, des fois, le processus de plainte n'est pas facile. Les gens ont peur des conséquences.
et les plaintes passées n'ont rien donné. Donc, je ne vais pas me plaindre parce que j'ai déjà essayé et ça ne marche pas. Alors, en résumé, il faut bien comprendre qui sont nos clients, simplifier les choses le plus possible, avoir des standards établis, les connaître surtout, miser sur la formation, s'approprier le processus de gestion des plaintes en sachant comment ça se passe, c'est quoi la hiérarchie, offrir des solutions adéquates et le système doit évoluer continuellement. Vous savez, je vous donne un exemple. Il y a quelques années, les institutions financières ont décidé, quand ils ont sorti les guichets automatiques, ils ont dit que tous les gens vont aller au guichet automatique, donc on va raccourcir nos heures de travail. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils se sont rendus compte qu'il y a, après plusieurs années, qu'il y a une catégorie de gens qui n'iront jamais au guichet automatique et ils ont maintenant, en tout cas, une banque avec laquelle je fais affaire, sont ouverts le samedi, matin et dimanche, en plus d'allonger leurs heures de travail en semaine. Donc, il faut évoluer puis suivre la tendance du marché aussi. Et un client bien informé devient votre meilleur ambassadeur. Alors, votre rôle à vous, c'est de connaître l'entreprise, la mission de l'entreprise, vos produits et les services que vous offrez. Alors, je vais juste sortir de là pour revenir à mon autre document. Oui, celui-là. Alors, on est rendu maintenant à l'image et le code vestimentaire. Est-ce que vous avez un code vestimentaire dans votre entreprise? Est-ce que tout le monde le respecte? Jessica me dit oui, on le respecte. Avant d'aller à l'image, je voulais juste mentionner aussi que je vous avais dit que je vous appellerais cette semaine, hein, pour les gars de bureau qui vont des fois sur les chantiers. Oui. Alors, je vois qu'on y touche au code vestimentaire un petit peu. D'accord. Je vous avais parlé de que je vous appellerais, ce que j'ai fait. Donc, je vais juste vous donner mon compte rendu qui est très cool. Fée, j'ai parlé à Fée. Ce que j'ai ressenti dans sa voix, c'est de l'émotion. Et puis, curieusement, euh, son oncle dominant de point est le vert, donc c'est une personne qui est d'émotion. On sent de l'émotion dans sa voix. Euh, avec Karine, j'ai senti un ton plus sec. Donc, avec Fée, le ton était amical, émotif, senti. Avec Karine, j'ai senti un ton plus sec. Je ne sais pas si je l'ai pris par surprise, là, Karine. Mais un ton un petit peu plus sec et on parlait assez vite aussi. Peut-être un petit peu trop. Peut-être ralentir le tempo. Et avec Jessica, c'était une voix enjouée. Hein, j'ai parlé deux fois. Donc, une voix enjouée, une voix joyeuse, je dirais. Alors, Karine, juste faire attention à peut-être parler moins saccadé, moins sec. Je ne sais pas si vous aviez pris votre respiration avant pour arrêter le petit hamster, là. Mais c'est tout. Je veux dire, c'est pas plus grave qu'il faut. Fait comment j'ai trouvé la voix parfaite, émotive, assez
bonne prononciation. On ne s'est pas parlé longtemps. Bonne prononciation. Le volume est bon, le rythme est bon aussi. Donc, quel point je pourrais donner? Je pourrais donner un 9. Jessica, un 9. Fille, le ton est correct. Oui, le ton est correct. Et Karine, je pourrais donner un 8,5. Juste à vérifier là, de parler moins sec. C'est tout. Donc, l'auto-évaluation de l'image. L'image, c'est la tenue vestimentaire, évidemment. Et c'est un paquet d'autres choses aussi. C'est pas juste le vêtement. Moi, j'ai fait un petit questionnaire ici qui traite au vêtement. Qui traite du vêtement. Donc, vous pourrez le remplir ça à tête reposée. Alors, vous voyez, je vous donne des conseils aussi. J'ai écrit un livre en 1991, il a été publié en 91, qui s'appelle C'est moi, ma personnalité, mon style, et c'était sur l'image vestimentaire, la tenue vestimentaire de la femme, surtout. Et où dans mon livre, je donnais des conseils en fonction des quatre grands types de personnalités. Il est encore probablement disponible en bibliothèque, mais ce livre-là, il n'est plus disponible en librairie depuis plusieurs années déjà. Donc, l'image, c'est plus que la tenue vestimentaire. Hein? L'image, il y a une psychologie derrière ça, derrière l'image. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin les choses qui sont importantes au niveau de l'image. Ça, je vais vous laisser lire ça. Vous avez le document, donc vous allez pouvoir le lire. Je vais parler de la psychologie derrière l'image et les items que vous avez ici sont ce que j'appelle, moi, des items clés dans une garde-robe. Vous avez un veston, vous avez le pantalon, la jupe. Ce qui est important aussi, les accessoires. Hein? Sac à main, ici, c'est un porte-document, mais ça pourrait être un sac à main, les souliers. Alors, sur quoi on va dépenser le plus quand on achète des vêtements? Moi, je demande toujours, quand je donne mes formations, combien vous dépensez par année pour vos vêtements? Est-ce que vous êtes capable de me répondre à ça? J'attends votre réponse. Est-ce que vous le savez? Vous ne le savez pas? Si vous ne le savez pas, écrivez. Je ne sais pas. $400, pas plus, à moins d'avoir une carte cadeau. $400. Pas beaucoup. C'est ça la raison pour laquelle je pose la question. C'est toujours que les gens me disent la plupart du temps, pas beaucoup, mais je ne sais pas, ou j'ai aucune idée, ou j'ai jamais compté ça. Donc, si on se fait une liste d'achat de priorité pour nos vêtements, d'avoir un item clé, des items clés comme ceux-là, sont des vêtements qui sont de la même couleur et qui vont se porter en interchangeable avec d'autres couleurs. Donc, Jessica me dit environ $300. Donc, quand on a des bons items à la base, on est capable après ça de rajouter des morceaux puis de se faire des priorités d'achat. C'est ça. C'est pour ça que ça va vous amener à magasiner d'une façon, euh, je dirais d'une façon intelligente, mais d'une façon pensée, réfléchie. Donc, supposons que vous avez des pulls de chemisiers qui se défraîchissent, mais aussi vous dites, cette année, à l'automne, j'ai que des chemisiers à m'acheter. Mes jupes
sont encore bonnes pour une saison ou deux, mes pantalons également. Donc, c'est ça qu'on va se faire des listes de priorités. Maintenant, quel message vos vêtements envoient à votre sujet? Là, vous avez marqué, moi, je ne parle pas de prix. Cette présentation-là s'adresse autant à des professionnels, des avocats, des comptables, des notaires en fonction de leur budget. Et je sais très bien que la majorité des gens maintenant font beaucoup attention à ce qu'ils dépensent. Puis je sais qu'il y a beaucoup de magasins où vous pouvez avoir des vêtements moins chers qui ont beaucoup d'allure. Donc, les couleurs qui rassurent. Alors, moi, ce que j'appelle aussi les couleurs de base sont des couleurs qui peuvent se marier avec d'autres couleurs facilement. Alors, dans le choix de vos vêtements, si vous optez pour une couleur de base, ça peut être le marine, le bourgogne, le noir, le charbon, le gris, le taupe, le crème ou l'ivoire, c'est ce qu'on appelle les couleurs de base. Maintenant, les couleurs du pouvoir. Le marine, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de professionnels habillés avec ces couleurs-là. Le marine, le rouge, l'anthracite, ça c'est le gris presque noir. Maintenant, la signification des couleurs. Si vous avez un ensemble, comme on a vu au départ, qui était noir, puis vous dites, bon, moi je vais porter mon ensemble, ma jupe, mon veston noir avec un chemisier blanc ou un pull blanc, euh, c'est un contraste qui est fort et ça fait ressortir une personnalité, votre personnalité. Si vous allez avec le rose, c'est plus tendre, c'est plus doux, c'est plus sympathique. Avec le pêche, qui est pas mal au niveau du rose. Donc, c'est une couleur qui est douce, qui est gentille. C'est une couleur qui est gaie, parce qu'il y a un petit peu de jaune dedans. La couleur du jaune, c'est la couleur de la communication, pouvoir d'attraction. Le vert, c'est la modestie, la bienveillance, la confiance en soi. C'est l'impression que vous donnez aux autres. Même les gens ne vont pas s'arrêter pour dire bon, elle porte du rose, elle porte du rose, c'est une personne tendre et sympathique. Mais ça va nous dire elle est peut-être plus amicale que la personne qui porte un contraste pur comme le blanc et le noir, par exemple. Ensuite, le bleu pâle, le calme et la détente. L'algue marine. L'algue marine, c'est un turquoise, paix et tranquillité. Et le lilas, sensibilité, réconfort et calme. Alors, voyez-vous, en réalité, on peut donner des impressions variées dépendamment des couleurs qu'on porte. Donc, juste faire attention. Puis dites-vous que l'image, là, c'est pas juste une question de vêtements, c'est les accessoires, les cheveux. Hein? Si on va travailler avec une repousse d'un pouce, si on a le cheveu coloré, ça donne pas une bonne image. Donc, faire attention à ça. Ensuite, la posture, comment on se tient, la démarche. Est-ce qu'on a l'air accablé quand on arrive à 9 h le matin? Ensuite, la posture, la démarche, le vocabulaire aussi, ça fait partie de l'image. On a trop tendance à associer l'image avec le vêtement, mais c'est un tout. Donc, c'est beaucoup plus complexe, ça. Alors, on a fait le tour pas mal notre, de notre présentation. Maintenant, je vous ai posé au tout début la question, est-ce que vous connaissez votre rôle? Est-ce que vous connaissez qu'est-ce que c'est le rôle d'une réceptionniste? Puis quelles sont les compétences nécessaires? Alors, je les ai écrites ici. Les fonctions principales, normalement, c'est de renseigner les gens au téléphone ou en personne, accueillir les visiteurs, diriger les visiteurs. Vous m'avez tout donné ces réponses-là. Recevoir le courrier, recevoir les commissionnaires, ça, vous ne me l'avez pas donné, mais j'imagine que vous le faites. Ensuite, les compétences nécessaires. Première compétence nécessaire, aimer les gens. Si vous êtes une personne extravertie, vous n'êtes pas trop près des gens, cultivez ça. Dites-vous, je vais me rapprocher des gens. Et ça va être difficile pour les rouges et les bleus.
de se rapprocher des gens. Parce qu'on n'est pas du côté des humains ou des émotions, on est du côté des faits. On aime parler de travail. Tandis que les gens qui sont du côté gauche vont aimer parler des gens. Alors, voyez-vous la différence? Une autre compétence, savoir répondre au téléphone, avoir le sens de l'organisation, savoir communiquer verbalement et par écrit, avoir les connaissances du travail de bureau, ça va de soi, pouvoir travailler en collaboration avec les collègues, posséder une bonne mémoire, savoir gérer ses émotions et son stress, connaître l'utilisation de l'ordinateur et du système et du téléphone aussi, c'est important. Maintenant, on est rendu à un plan d'action individuel. Je vais vous laisser le temps pour écrire qu'est-ce que vous allez changer dans votre profession, lesquelles choses, quand, pourquoi et votre conclusion. Donc, c'est ça qui va conclure la présentation des 3 semaines qu'on a été ensemble sur l'étiquette et le protocole à l'accueil physique et téléphonique. Donc, je vous laisse le temps. Je vais vous laisser un petit bout de temps pour faire votre conclusion, votre plan d'action individuel. Maintenant, je vais vous laisser le temps de le faire. Puis, on va revenir à ça. Je vais mettre ma caméra et mon micro en mode pause. Là. Je vous donne 5 minutes. Si vous avez déjà terminé, vous pouvez m'écrire qu'est-ce que vous allez changer, quelle chose vous allez améliorer ou changer.
Alors, Karine me dit, je vais essayer d'améliorer ma façon de répondre au téléphone, être moins sec, changer mon vocabulaire, dire les bonnes phrases au bon moment, adapter mes réponses au type de personne avec qui je parle. Je vais le faire dès maintenant, car je suis le premier contact de la compagnie quand les clients téléphonent ou viennent à la réception. C'est très bien. Fille est en train d'écrire. Fille me dit, j'aimerais changer mon stress devant l'inconnu, que je n'aime pas me voiler ou que finalement je découvre que c'est facile ou simple. Alors, si c'est votre stress, vous avez des outils faits. La respiration va vous aider. Prenez votre temps d'arrêt. Regardez-vous dans le miroir pour mettre un sourire ou mettez-vous un rappel près de votre téléphone. Puis, tout ce qu'on a vu aujourd'hui va vous enlever votre stress. Accepter la colère de l'autre, etc. Et Fille me rajoute, je voudrais changer mon vocabulaire le plus possible pour avoir l'air professionnel et confiant. Bravo. Jessica me dit oui, je vais améliorer le savoir de la communication verbale, soit par téléphone, avec les clients, avec collègues et patrons, technique des couleurs. Je le mets en pratique dès maintenant pour améliorer l'image de l'entreprise et la satisfaction de la clientèle. Désolée pour la toux. La raison pour laquelle je vous ai fait un plan d'action individuel, je ne sais pas si vos patrons vont vous demander un compte rendu. S'ils le font, vous allez être prête euh, à répondre à leurs questions. Puis, on dit aussi que tout ce qui est écrit a tendance à être réalisé, tandis que si on part sans vraiment y penser et qu'on dit, bon, c'est un cours de plus, et puis, ouais, on a parlé de telle chose, mais si vous l'avez écrit quelque part, puis vous le réalisez de temps en temps, ça va devenir une réalité. Donc, moi, j'ai fait le tour. Est-ce que vous avez des questions? Ça prend un petit peu moins que 2 heures aujourd'hui parce que le groupe n'est pas nombreux. Alors, c'est toujours réparti en fonction du nombre de participants. Est-ce que vous avez des questions? Vous n'avez pas de questions? Si jamais vous en avez, vous avez mon adresse courriel sur le cahier. Donc, vous pouvez me les poser par courriel ou par téléphone, comme vous voulez. Vous êtes toujours les bienvenus. Vous voulez avoir le PowerPoint par email? Bon, c'est parfait. Oui, je vais vous l'envoyer fait. OK? Donc, c'est moi qui vous remercie de votre participation. Cet après-midi, je vais vous envoyer les courriels avec les 3 liens pour pouvoir réécouter les enregistrements et puis votre attestation de participation. Donc, merci beaucoup encore une fois et bonne